T'as vu ces machins-là, c'est tellement grand que t'arrives même pas à les avoir en entier sur ton écran. Je voulais la voir parce que c'est un peu la cathédrale concurrente d'Amiens. Amiens, on a la plus haute flèche, on a un chœur qui est immense. Bon, elle a de la gueule quand même, d'autant que, tu sais, c'est la cathédrale martyre de 1914. Hein. En 1914, elle a été bousillée comme presque toute la ville de Reims. Bon, Amiens a morflé aussi. Bon, là, je suis un petit peu pompette, parce que les bulles de champagne, ça monte à la tête. On veut en parler après. Mais pour le petit cours d'histoire, je sais pas, peut-être que vous savez tout ça, Mélanie, tu sais l'histoire des sacres à la cathédrale de Reims? Non, je fais toujours mon prof à la noix, tu vois. Mais bon, tant qu'à faire, puisqu'on visite la France, autant retracer son histoire au passage. Donc, Clovis se fait baptiser à Reims par l'évêque Saint-Rémy, il me semble, c'est en 496 ou un truc comme ça. Et ensuite, 3 siècles plus tard, renaît la tradition du sacre du roi à Reims. La France, c'est pas un pays où on couronnait, on s'en fout du couronnement en France. Ce qui importe, c'est le sacre. Et donc là, c'est qu'il y ait une onction sacrée qui finalement allie une espèce de dynastie qui donc remonte à Clovis à la monarchie de droit divin. Et donc au IXe siècle, au moment où on renouvelle cette tradition-là après Clovis, on dit qu'on a retrouvé la Sainte-Ampoule. On ne va pas avoir le temps d'aller voir la Sainte-Ampoule, mais il paraît qu'elle est dans l'évêché quelque part, parce qu'elle a été retrouvée dans la sépulture de Saint-Rémy au IXe siècle. Et on dit qu'on a retrouvé l'ampoule qui a permis le baptême de Clovis. Et en plus, il y a une légende, c'est qu'on dit que cette ampoule, elle a été amenée à Rémy, l'évêque qui a baptisé Clovis, par une colombe qui a amené l'ampoule comme ça pour baptiser Clovis. Et ensuite, tous les rois de France, jusque Charles X, ont été baptisés avec cette sainte ampoule. Voilà, c'est pour ramener ma science. On a démarré la journée en tétant du champagne à 10 h du matin, en visitant des caves, en faisant des dégustations. Et bon, d'abord, une maison hyper industrielle. Qui produit des millions de bouteilles, notamment pour les grandes plateformes de distribution Aldi, Lidl et compagnie, quoi, les grandes centrales. Et quand on y passe, c'est dans des caves sur 9 étages, hyper profonds. On nous dit qu'il y a des centaines de kilomètres sous la ville d'Épernay de caves comme ça. Mais mon impression, c'est de visiter un pôle logistique en Picardie où on est spécialiste de ça et où on a des milliers de mètres comme ça d'allées où il y a des caristes qui vont prendre des chaises en bois, qui vont prendre des parpaings, enfin tu vois, et donc j'ai l'impression d'être dans le même univers, sauf que là c'est remplacé par des bouteilles. Donc c'est supposé être un peu du luxe, mais en vérité c'est le même processus, c'est pareil, tu as des chariots élévateurs qui déboulent, et parce qu'il y a eu tout un processus d'automatisation qui fait que, comme dans les centres logistiques, bah, tu peux faire des centaines de mètres et à peine croiser un bonhomme, quoi. C'est vide presque en termes de salariés. Et alors là les gars t'expliquent des choses intéressantes. Hein. Moi, pourquoi le champagne il est blanc alors que c'est fait avec du vin qui pour beaucoup est rouge? C'était pour moi un mystère. On presse le raisin de manière très très lente qui fait que le jus ne se mélange pas à la pulpe, quoi. Et donc ça ne devient pas rouge. Bon. Après il y a un autre truc qui m'a intéressé, c'est qu'ils ne gardent plus dans des fûts en bois, parce que le bois il l'absorbait. Tu sais, c'est peut-être ça fait écho au film de Ken Loach sur le whisky, La part des anges, qui montrait qu'il y avait une part qui partait. Ben là c'est absorbé par le bois, et donc ils préfèrent le garder dans des bouteilles en verre parce que ça leur permet de ne pas absorber. Donc voilà. Et donc on voit toute l'automatisation avec les ouvriers qui disent maintenant on ne touche plus une bouteille, parce que tout se fait de manière automatique. La mise en bouteille évidemment, la mise en carton ça va de soi, mais même le déplacement des bouteilles, qu'avant il fallait retourner d'un quart pour que le dépôt ne soit pas toujours au même endroit et tout ça. Maintenant il y a des robots qui le font de manière mesurée régulièrement. Alors de plus en plus il paraît que ces caves-là ont tendance à partir vers l'extérieur des villes, comme les pôles logistiques, parce que ça fait des grandes surfaces en verticale et finalement c'est plus facile à gérer que des caves en profondeur. Ensuite on a visité une deuxième maison qui est presque à l'opposé. Là c'est hyper artisanal. Le gars qui nous a fait visiter, le responsable Hervé Gestin, c'est un passionné. Lui, il veut du vin biodynamique. Alors, c'est vrai que de premier abord, ça paraît un peu bizarre, même si j'ai lu la BD d'Étienne Davodo à ce sujet, parce que ça dépend de la lune, de la roche, de la forêt, des sources, de plein de facteurs dans la nature, comme ça.
voilà, je ne sais pas ce que ça donne en termes de goût. Il nous a donné à goûter un vin qui est, où il n'y a pas eu de produits chimiques sur cette terre-là, la Croisette, depuis 50 ans. J'ai respiré, c'est vrai que c'est un parfum particulier. Maintenant, je ne peux pas dire que j'ai un nez qui soit fait pour goûter le champagne. J'aime les petites bulles qui montent à la tête, mais je ne suis pas un spécialiste de ça. Quand on me donne de la piquette, je peux le sentir un peu, mais enfin voilà, quoi. En revanche, ce qu'on sent chez lui, c'est la passion. C'est la passion de rechercher, de faire un vin humain. Voilà, alors moi je souhaiterais que ce luxe-là de le goûter, il ne soit pas réservé aux plus riches, mais le luxe il doit être pour tous, peut-être pas tout le temps, mais un coup de temps en temps, quoi. On a aussi rencontré les syndicats à l'union locale, et ce qui m'intéresse dans tout ça, moi, c'est l'encadrement qu'il y a eu, mais qui demeure, de ce secteur agricole. C'est-à-dire, en termes de prix, on a des prix qui sont au fond discutés, négociés, et qui ne sont pas le fruit du libre marché. Et on a aussi des quantités qui sont arrangées, négociées, et qui ne sont pas le fruit du libre marché. Et c'est cet encadrement du marché qui dure, on nous a dit, depuis un siècle, hein, qui a voulu être brisé dans les années 80-90 parce que l'Europe a dit bah non, il faut libéraliser le marché et ainsi de suite. Et en théorie, il est libéralisé. En pratique, il semble qu'au fond, il y a encore une entente, c'est interdit les ententes, hein, mais il y a encore une entente entre vignerons, grandes maisons, pour avoir des conciliations sur les prix et les quantités, de manière à ne pas faire un dumping sur le marché. Ça m'intéresse, parce que le marché agricole a subi ce libre marché. C'est quoi? C'est la suppression des quotas laitiers, qui a cassé la production laitière. C'est la suppression des quotas betteraviers qui aussi mène encore pire que les pucerons, la betterave à sucre, qu'elle je tiens en tant que Picard, dans le mur, tu vois. Et donc, je dirais que c'est cet encadrement-là du marché qui a permis un pacte social. Un pacte social qui fait que il y a un pluralisme des vignerons qui existe. C'est pas des gros qui rachètent des gros qui rachètent des gros. Bon, au prix où est l'hectare aussi, je crois que c'est 1 million de l'hectare ou un truc comme ça. C'est sûr qu'il faudrait être des très gros, mais ça pourrait être des entreprises qui rachètent. Mais voilà, il y a un maintien de ça. Et deuxième, un maintien du pluralisme aussi des négociants, ce qu'on appelle les négociants, c'est en vérité les fabricants. Donc c'est le nom des maisons qui existent. Et le troisième point du pacte social, c'est une convention collective pour les ouvriers avec la retraite qui est égale au dernier salaire, avec une complémentaire qui tient la route, avec des jours de carence, avec des salaires corrects, avec du 13e mois, du 14e mois et ainsi de suite. Et je pense que l'une des clés de voûte de ce pacte social, c'est que ce n'est pas le libre marché qui fixe le prix et qui fixe la quantité et qui fait qu'on bascule dans une espèce de jungle. Alors, surgit là-dedans ce paysage, un acteur, mon ami Bernard Arnault, qui, avec Mouette NC, ici, grosso modo, on me dit que sur les 5 milliards de chiffre d'affaires du champagne, désormais, il y aurait entre 2 et 3 milliards, 2,5 milliards, je crois, qui se relèveraient de Mouette NC, de LVMH. Et donc, évidemment, ça devient un acteur tout à fait considérable et qui essaye de peser pour possiblement étendre la zone d'appellation du champagne et donc faire qu'il y ait plus de terres qui puissent, pour déréguler un marché finalement, pour que le mode de la taille a déjà été... alors c'est des petits trucs, mais moi ça m'amuse les petits trucs précis comme ça. C'est-à-dire que normalement on ne doit pas tailler n'importe comment les vignes. Et il y avait un mode qui était interdit, qui était la taille guyot, qui est en fait la taille standardisée, qui semble-t-il se pratique ailleurs, mais ne peut pas se pratiquer dans le champagne, et donc finalement interdisait l'arrivée d'une main-d'œuvre non formée. Et c'était une forme de protectionnisme de la main-d'œuvre aussi, protectionnisme du savoir-faire et protectionnisme de la main-d'œuvre. Ça a été levé, et donc évidemment c'est la possibilité pour bien plus de monde et éventuellement d'autres pays, puisqu'on nous dit qu'il y a des Polonais évidemment et ainsi de suite qui viennent pratiquer la taille, il y a la modification aussi des règles de plantation par exemple, avec espacer davantage les vignes que ça n'était autorisé auparavant. Pourquoi? Pour potentiellement qu'il y ait des machines qui puissent y passer. Donc on voit l'enjeu sur des petits détails là-dedans, mais qu'il va y avoir une poussée des acteurs industriels pour bouleverser les règles de ça et
sortir de la régulation et aller vers le libre marché. Voilà un peu. Alors c'est pas sur un secteur, c'est un secteur important, l'économie française, mais c'est pas le secteur majeur pour notre santé, pour tout ça non plus. C'est pas un bien essentiel, le champagne. Mais je pense que c'est intéressant de voir de manière précise ce qui se passe sur un petit micro-secteur comme ça, pour que ça nous donne des idées sur ce qu'on veut en général. Est-ce qu'on veut la jungle ou est-ce qu'on veut une régulation du marché? Est-ce qu'on pense qu'on va progresser par voilà, la bagarre de tous contre tous, la concurrence, la compétitivité tous azimuts, ou par un certain degré de coopération et d'entente finalement? Et donc finalement, le champagne et la Champagne pourraient être une voie d'ouverture pour l'avenir, peut-être que d'être un îlot qui se trouve écrasé autour. On est ensuite allé à Châlons pour rencontrer les salariés de chez Lapeyre. Qu'est-ce qui se passe? Lapeyre, donc c'est à la fois un groupe de distribution de matériaux de construction, ça on le sait moins, c'est aussi des usines de production. Et là on était dans une usine qui travaille le bois. Et il se trouve que ça appartient à Saint-Gobain et que Saint-Gobain a décidé de se débarrasser de Lapeyre et qu'ils ont trouvé un fonds qui s'appelle Mutares pour racheter ça, et avec un plan qui ne va pas plus loin que 3 ans et avec de grosses inquiétudes pour les salariés vu ce que Mutares a déjà pu faire ailleurs, parce que ce n'est pas du tout un acteur de la filière bois ou du bâtiment ou de la distribution. Et Lapeyre là c'est quand même 3400 salariés. Et demain, il passe devant le tribunal de commerce pour dire on ne veut pas de l'offre Mutares, et il y a une autre offre qui nous paraît plus intéressante parce qu'il y a un vrai projet industriel derrière, tandis que là, il n'y a rien. Le délégué syndical s'appelle Nicolas Baudot. Je le cite parce que tu sais, il y a comme ça des héros anonymes. Ça se voit sur son visage que depuis 2 ans, il porte ça, que c'est très lourd, qu'il essaye d'être fiable, de trouver des solutions pour ses collègues, et qu'il a une souffrance, qu'il endure, et y compris sur ses congés, sur ses nuits, qui le porte sans doute avec encore plus de crise intérieure que le décideur de chez Saint-Gobain qui a choisi de se débarrasser de ce pan-là, quoi. Donc Nicolas Baudot. Ce qu'on voit, c'est d'abord la difficulté pour les salariés de simplement savoir à quelle sauce ils vont être mangés. C'est-à-dire qu'il y a un combat simplement pour faire admettre à Saint-Gobain qu'ils vont vouloir se débarrasser de Lapeyre. Donc déjà, c'est des années de bataille pour ça. Ensuite, c'est des recours au tribunal pour avoir les documents qui montrent que c'est Mutares qui est pressenti pour le reprendre. Mais quand ils reçoivent les documents, il y a des passages entiers qui sont en noir. C'est tous les passages des sites que Mutares envisage de supprimer, des licenciements prévus et ainsi de suite. Et donc il faut qu'ils fassent un nouveau recours au tribunal pour pouvoir simplement voir qui va être rayé de la carte dans cette histoire. Donc ça, c'est simplement pour avoir l'information. Mais ensuite, quand il s'agit de faire dévier le cours de l'histoire, le récit devient encore plus désespérant. Parce que il y a un grand absent, donc il y a Saint-Gobain qui fait ce que moi, on m'a appelé la défaisance, c'est-à-dire il y a un bout de mon empire dont je veux me débarrasser, et puis sans avoir à me salir les mains moi-même, je trouve quelqu'un pour le faire à ma place et je file même un chèque avec. Là, c'est 243 millions d'euros, il me semble. Donc voilà, malheureusement, c'est un truc que j'ai déjà vu, mais alors, il y a un grand absent là-dedans. C'est l'État français. Que fait l'État? Il est absent. C'est Ponce Pilate. Il s'en lave les mains. On nous parle de relocalisation, mais là, en plus, moi, je pense que c'est important parce que c'est la filière bois. Déjà, comme on est dans les métastases de Saint-Gobain, là, qui se débarrasse de bout de son empire, on avait déjà eu Verallia. C'était le verre. Qui devrait être un acteur de la transition écologique, avec le recyclage, avec qu'est-ce qu'on fait sur ce terrain-là. Là, on a le bois. Le bois, on est dans une situation complètement aberrante, puisque la France, avec ses forêts, est une grande productrice de bois brut, et qu'on envoie nos bois bruts à l'autre bout du monde, en Chine et ailleurs, pour les faire transformer, qu'on fait réimporter dans nos magasins d'Europe de l'Ouest, chez Conforama et compagnie, tu vois. Et là, Lapeyre, c'est un autre paradoxe, c'est qu'ils utilisent du bois d'Europe, mais pas du bois français, pour leur travail. Donc normalement, il devrait y avoir l'État qui intervienne sur le dossier de Lapeyre, qui dise voilà,
qu'est-ce que ça doit devenir sur le plan de la distribution? Est-ce que ça nous paraît intéressant, stratégique, pas stratégique? Enfin, qu'ils se positionnent et qu'ils ne laissent pas juste faire le marché. On en revient à notre question de tout à l'heure sur le champagne, finalement. Est-ce qu'on laisse faire le marché ou bien est-ce qu'on le régule? Bon, mais aussi sur le bois. Comment on fait pour structurer une filière bois d'avenir en France? Et là, normalement, l'État devrait avoir pour responsabilité de mettre tous les acteurs autour de la table, et les syndicats évidemment, mais les patrons, mais les associations écologistes, mais la grande distribution, pour se demander comment on fait pour opérer une véritable relocalisation dans ce secteur-là. Et ce qu'on voit, c'est une immense absence. Bon, alors, on a reçu plein de cadeaux. Alors ça, c'est un spécial Bernard. Tu vois, Moët et Chandon. C'est le très grand champagne. Alors je crois qu'à la sortie de l'Assemblée Générale des actionnaires, puisque j'étais actionnaire de LVMH, monsieur, eh ben, il y avait une mini bouteille, mais je crois que je ne l'avais pas eu en plus parce que je m'étais fait virer avant. Donc voilà, donc c'est une revanche en tant qu'actionnaire du groupe. Et donc c'est la CGT de la boîte qui m'a remis ça en signe de camaraderie. Et on en a eu plein d'autres, de signes de camaraderie de toutes les maisons de champagne du coin. Donc on m'a signalé, mon équipe m'a signalé qu'il fallait bien que ces dividendes-là soient redistribués de manière équitable au sein de l'équipe. Bref, que tout le monde soit pompette, quoi. Parce qu'on se bourre pas la gueule au champagne, on est pompette.